messieurs, bonsoir et bienvenue. Dimanche, la totale, votre magazine d'information sur ITV. C'est parti pour le sommaire. Dans Confraternellement, la rubrique s'intéresse à la politique. Il est question ce soir du déballage. Est-ce qu'une nouvelle stratégie en politique, quelle place occupe aujourd'hui cette pratique dans l'espace politique sénégalaise? Élément de réponse tout à l'heure avec la synthèse de la réaction du docteur Cheikh Tidiane Sow. Il est analyste coach en communication, synthèse réalisée par Amadou Bari. À suivre également pour en débattre sur ce plateau. Nous serons avec Abdoulaye Mbow, il est journaliste, analyste politique. La mode sénégalaise, vitrine pour vendre la destination Sénégal, immersion dans le monde des stylistes. Coin écho, la rubrique, le sujet de ce soir signé Mam Abdou Gueye Kassé. Le portrait du jour, le modèle de ce soir, un jeune maçon, Cheikh Tidiane Tine, à l'état civil, un jeune très engagé, son engagement moyen de progression dans son métier. À suivre tout à l'heure également le reportage, le portrait signé Mam Seynabou Babou. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à la rubrique Confraternellement dans votre magazine d'information La Totale dimanche aujourd'hui 19 mars 2023. Le déballage mode d'emploi ou nouvelle stratégie en politique. Les hommes politiques semblent rivaliser d'ardeur pour exposer au public des dossiers jusque-là méconnus. De Ousmane Sonko à récemment Cheikh Hadjibou Soumaré, en passant par Bougane Gueye Dany. Quelle lecture politique en faire? Ces révélations constituent-elles une source de gains politiques? Élément de réponse avec Dr Cheikh Tidiane Sow, analyste et coach en communication. Le point avec Amadou Barisha. Les déballages, vrais ou faux, sont en passe de devenir un moyen de se faire remarquer dans l'arène politique sénégalaise. Chaque figure, son dossier de prédilection, notamment dans le camp de l'opposition. Selon cet expert en communication, le phénomène en soi n'est pas nouveau, mais il est amplifié aujourd'hui par les réseaux sociaux et il y a désormais un renversement des rôles. En réalité, c'était les journalistes qui faisaient ce travail-là. Comme il y a de moins en moins de journalistes qui ont ce devoir d'informer, les politiques se sont rués un peu dans ce créneau-là et c'est eux maintenant qui font des buzz, en fait, on va dire. Une telle pratique n'est pas sans risque. Le formateur en communication en appelle à la responsabilité de chacun. Est-ce que c'est judicieux de le faire ou non? C'est ça la responsabilité de la personne. Au niveau du pouvoir, vous avez la même chose, parce qu'au niveau du pouvoir, est-ce qu'il faut faire seulement un démenti? Est-ce qu'il faut emprisonner les gens? Est-ce qu'il faut faire un mandat de dépôt? Ça aussi, c'est une responsabilité. Donc la réponse doit être aussi calibrée par rapport à l'acte qui est posé. Analysant la série de dossiers révélés par des opposants ces dernières années, Dr Cheikh Tidiane Sow remarque que la plupart des déballages ont été faits en connaissance de cause. D'abord, Sonko, il parle d'abord des sujets qui sont de son domaine. C'est quand même un inspecteur des impôts. Donc, à la base, il connaît des informations par rapport à ça. Donc, on peut penser que ce qu'il révèle, c'est quelque chose qu'il connaît. On a vu aussi dans les révélations cette semaine, la révélation de Bougane est quand même très précise. Il cite une banque, il donne des numéros de compte. Pour le cas de Cheikh Hadjibou Soumaré, qui a été inculpé pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation, il observe que c'est un cas particulier. Alors, question, s'en est-il bien sorti? Ce qu'on sait, c'est qu'il est sous contrôle judiciaire et donc tout dépend. Si les élections se font demain et s'il a 1000 du monde, on dira que ça n'est bien sorti. Sinon, on dira non, il s'est empêtré. Voilà. C'est pas, comme je dis, c'est un couteau à double tranchant. Ce que les gens retiennent quelque part, c'est qu'il a été emprisonné pendant un certain temps. La présidentielle en ligne de mire, l'analyste reconnaît un gros nuage sur les potentiels candidats. Mais sur la candidature ou non du président sortant, Dr Sow s'est fait sa propre religion. Il observe des velléités claires de se représenter. Jusqu'à il y a quelques mois, je pensais vraiment qu'il allait se présenter. Bon, je pense qu'il le veut toujours, mais je pense que plus en plus,
j'ai l'impression qu'il va se rendre compte que la situation est impossible et qu'il ne se présentera pas. Mais en même temps, il ne prépare personne. Il y a beaucoup de signaux. Les signaux, d'abord, vous le savez, renvoyer tous ceux qui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas faire un troisième mandat. Donc, tous ceux qui disent qu'il va faire un troisième mandat sont quand même gardés. S'agissant de la posture du pouvoir sur les réponses à apporter au déballage, l'expert en communication indique que l'impression que se dégage aujourd'hui montre plutôt un régime aux aguets avec une judiciarisation de l'espace politique. Amadou Bari, déballage, mode d'emploi ou nouvelle stratégie en politique, la synthèse de la réaction de Dr Cheikh Tidiane Sow, analyste et coach en communication. Merci beaucoup Amadou Bari. Et pour en débattre sur ce plateau, nous sommes avec Abdoulaye Mbou, il est journaliste, analyste politique. Le plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Abdoulaye, et bienvenue cher. Plaisir partagé, et c'est également un plaisir de partager ce plateau les téléspectateurs de justement ITV. Alors, Abdoulaye, vous venez de suivre l'élément de Amadou Bari. Quelle lecture en faire? Alors, je dois d'emblée dire ou rappeler un adage qui dit qu'en politique, le devoir de faire devrait normalement l'emporter sur le pouvoir de dire. Mais cependant, il faudra quand même que l'on puisse nuancer ces propos, parce qu'en réalité, s'agit-il de déballage, comme on dit, pour aller chercher justement des gains politiques, pour ne pas dire des dividendes politiques. Cependant, quand même, il faut que l'on puisse rappeler qu'il y a, à mon avis, des choses que l'on peut dire et des choses que l'on ne peut pas dire. Tant que, en réalité, ce que l'on dit, à mon avis, touche l'intérêt général et touche l'intérêt commun, autrement dit, que les citoyens ont le droit et le devoir de savoir, à mon avis, on ne saurait justement parler de déballage. Il y a eu le cas Cheikh Hadjibou Soumaré. Et de ce point de vue, il s'agit d'interpellation, pour ne pas dire d'interrogation à l'endroit du président Macky Sall. À mon avis, cela participerait ou aurait participé à mieux enrichir le débat politique au Sénégal. Parce qu'assez souvent, on a l'impression que nous assistons à des débats de borne-fontaine. Mais lorsqu'on vous pose des questions et que vous répondiez, je crois bien que cela participe à nourrir, à vitaminer, j'allais dire même, l'espace politique lié au débat. On ne sera plus véritablement dans le carcan des débats considérés comme violents, dans les invectives et d'interrogation à réponse, justement. Nous aurons une idée beaucoup plus précise, des réponses beaucoup plus claires sur véritablement des questions, même s'il faille rappeler qu'une interrogation peut avoir une valeur affirmative, tout dépend de la manière dont on pose la question. Alors, Abdoulaye, ces derniers temps, on a vu des sorties d'hommes politiques qui parlent de dossiers souvent méconnus du grand public. Certains parlent de déballage. Maintenant, quelle est la place qu'occupe ce déballage dans l'espace politique sénégalais? Alors, déballage pour déballage, je crois bien qu'on peut sentir ce qui peut être considéré comme déballage, mais est-ce que ces derniers temps, ce que l'on a entendu émanant d'acteurs politiques peut être considéré comme étant des déballages? Je crois bien que c'est sujet à interprétation selon l'appréhension que l'on peut avoir justement des propos tenus par tel ou tel autre acteur politique. Qu'il s'agisse d'acteurs politiques appartenant au camp du pouvoir comme d'acteurs politiques appartenant au camp du pouvoir. Si nous prenons l'exemple sur nous-mêmes, journalistes, on peut considérer que le journaliste se situe à deux niveaux. L'homme politique également peut se situer à deux niveaux. Il peut être un homme politique feu rouge, comme peut l'être le journaliste. Il peut être un homme politique feu vert, comme peut l'être le journaliste. Autrement dit, si je détiens une information, madame, et que je me dise, oui, l'information est essentielle, ça doit concerner les Sénégalais, mais le dire peut me créer des problèmes, je préfère mettre cela dans la corbeille. L'autre dira, oui, l'information est sensible, mais le peuple a le droit de savoir. J'ai le devoir justement de dire ce qu'il en est et que les principaux concernés puissent apporter des réponses. Ça, il s'agira véritablement d'un journaliste ou d'un homme politique feu vert. Donc, je dis, tant que ce que l'on dit, en réalité, peut créer des situations de transparence, peut créer des situations liées à la gouvernance économique de manière générale, peut véritablement permettre justement aux Sénégalais de mieux comprendre certains sujets par rapport à ce que l'on pourrait cacher et qui doit normalement intéresser le peuple par rapport justement à la démarche que l'on utilise.
pour moi, ça ne peut pas être considéré comme étant des déballages. Maintenant, le déballage, c'est à quel niveau? Le déballage, c'est, à mon niveau, une information qui peut être une information économique. Nous avons entendu récemment M. Bougane Gueye parler de 98 milliards par rapport justement à un programme lié au désenclavement impliquant le ministre Mansour Faye. Nous avons également entendu d'autres personnalités dans le landerneau politique soutenir justement certains propos. Oui, je ne dis pas que tout ce que l'on dit est bon, mais cependant, il y a du bon par rapport à ce que l'on peut considérer globalement comme étant des déballages, parce que pour moi, tout ne saurait être déballage, même s'il fallait encore rappeler que forcément, il y aura déballage. Déballage ou pas, déballage ou information qu'il faut donner à la population. Certains pensent que cette pratique peut être un moyen pour la personne d'être au devant de la scène. Est-ce qu'un homme politique a besoin de faire du déballage pour s'affirmer, Abdoulaye? Non, je ne pense pas qu'il faille, à mon avis, user et utiliser de la formule du déballage pour véritablement penser encore en tirer des dividendes politiques. Dès lors que l'on est homme politique, je crois bien que le travail se passe sur le terrain. Le travail se passe par rapport à la communication et la forme de communication que l'on doit adopter, que l'on doit adapter. Pour moi, l'homme politique, c'est aller à la rencontre justement des populations, c'est aller toquer à la porte des Sénégalais pour leur proposer véritablement son programme, pour leur dire ce que l'on voudrait et quand même changer comme changement dans la manière de pratiquer la politique, mais par rapport aux perspectives, si justement les Sénégalais vous font confiance. C'est cela le principal rôle justement de l'homme politique. Mais l'homme politique ne peut pas et ne saurait, dans sa chambre, dans son bureau, inventer une information, créer une information et ensuite verser dans ce qui pourrait être considéré comme étant véritablement des déballages. Parce que le déballage, dans sa signification, totalement, on sait ce que c'est. Et le déballage, à mon avis, ne saurait, à mon avis, avoir des points positifs. Mais dès lors que l'on peut considérer cela comme un déballage et qu'il s'agit d'une information dont on dispose, je crois bien que l'intérêt pour moi est véritablement de le dire. Parce que je rappelle que lorsque le président Macky Sall avait quitté ou avait démissionné de tous ses postes électifs au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale comme au niveau de la mairie de Fatick, lui-même avait dit face à l'opposition d'alors et face aux Sénégalais, méfiez-vous du fichier électoral. Est-ce que c'était considéré comme étant un déballage? Je crois bien qu'il faut savoir quand même que l'on puisse appréhender assez souvent un contexte, une situation pour pouvoir dire oui, c'est du déballage ou c'est véritablement poser un débat. Et à mon avis, on ne devrait pas avoir peur justement des informations qui pourraient provenir d'un homme politique ou d'une organisation privée dès lors qu'ils permettraient, à mon avis, aux gouvernants, aux autorités, à l'administration de manière générale, aux fonctionnaires de pouvoir apporter des éléments de réponse. Et cela permettrait d'éviter justement tout ce qui peut être rumeur, tout ce qui peut être désinformation, parce qu'en réalité, quand on parle, par exemple, de l'affaire des 98 milliards, si j'étais à sa place, ou si j'étais un de ses proches, j'aurais demandé au ministre concerné, avec justement ses services techniques, de se mettre face aux Sénégalais, face à la presse, document en main, et de dire, voilà, ce que l'autre a raconté n'est pas vrai. La vérité, ce sont ces documents que nous vous montrons, ce sont les informations que nous vous donnons, en allant dans le sens, en tout cas, de démontrer qu'en réalité, ce que l'autre a eu à dire n'était pas vérité. Et de ce point de vue, encore une fois, nous serons dans une forme d'hiérarchisation justement de l'information par rapport justement à ce que l'on voit, à ce que l'on assiste actuellement au Sénégal et qui voudrait que l'on se dise carrément que nous sommes véritablement dans un champ politique fait d'invectives, dans un champ politique fait de discours violents, alors que ceux-là qui donnent des informations peuvent participer à rehausser le niveau du débat politique, en poussant ceux-là qui sont concernés à venir répondre sur la place publique. Je crois bien que c'est de bonne guerre et c'est une démarche que l'on devrait pouvoir adopter et ne pas être frileux en allant dans le sens de dire je ne parlerai pas en pointant du doigt cela ou celle-là ou ceux-là qui diront en tout cas ce qui peut encore une fois être considéré comme déballage alors que ça pourrait ne pas être justement un déballage. Abdoulaye Mbow, je rappelle qu'il est journaliste, analyste politique et pour poursuivre le débat sur le déballage, puisqu'on en parle, Abdoulaye, pourquoi c'est devenu une
mode au point que certains se font abuser par des sources peu sûres, Abdoulaye. Oui, la source, justement, je crois bien que ça, c'est un langage très fréquent dans le métier que nous pratiquons, autrement dit le journalisme. Et la source, effectivement, elle peut être de bonne foi, comme la source peut être de mauvaise foi. La source peut vous donner une bonne information ou plusieurs bonnes informations et le lendemain vous donner une fausse information. Parce que la source également, autant le journaliste qui cherche l'information, la source forcément en vous donnant l'information, il cherche quelque chose, il cherche à trouver quelque chose. La source peut véritablement être une source légère. Si effectivement la source peut être considérée comme une source légère, il appartient toujours au journaliste en tout cas ou à la personne concernée d'aller jusqu'au bout justement des investigations par rapport à l'information que pourrait lui donner une quelconque source, parce que quelle que soit la source, même si c'est une source A', il est de bon loi que l'on puisse aller dans le sens de trouver des sources secondaires pour en tout cas créer de bonnes ramifications, une bonne imbrication par rapport véritablement à la multitude d'informations concernant la principale information à des fins de vérification absolue. Même dans ces cas, on peut demain se retrouver véritablement face à un démenti cinglant et justement cela ne voudra pas dire que nous aurons fauté, mais vous savez ce que c'est que le journalisme, ce que c'est que la pratique et par rapport justement à la quête de l'information. Tout le monde, je crois bien, a une fois été trompé au moins par une source où l'information peut véritablement être une bonne information et le lendemain, on se retrouve avec une autre information. C'est cela la nature de la vie et par rapport à la quête de l'information. Mais dans tous les cas, il est toujours bon de vérifier quelle que soit la provenance justement de l'information. C'est ça, Abdoulaye Mbow. Tout à l'heure, dans son élément, Amadou Bari, il a cité des noms. Ousmane Sonko, Bougane Gueye Dany, la dernière en date, la dernière sortie, Cheikh Hadjibou Soumaré. D'où la question, est-ce qu'un homme politique ayant occupé de hautes fonctions peut-il se comporter comme un novice dans la politique, dans l'arène politique? Alors, se comporter comme un novice également, à mon avis, c'est encore une forme d'interprétation. Et parce que quelqu'un d'autre dira Hadjibou Soumaré, et compte tenu justement des fonctions occupées, a véritablement posé les bonnes questions qu'il fallait poser au président Macky Sall. D'autres diront le contraire. Et c'est cela justement la démocratie des positions. Moi, je suis foncièrement contre cette dictature des positions, ce terrorisme des positions qui voudrait que l'on soit dans une forme de pensée unique. La pensée, elle doit être plurielle. Et justement, quand la pensée est plurielle, cela voudrait dire qu'effectivement, nous pourront interpréter. Et moi, je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, une interrogation peut avoir une valeur affirmative, mais en lisant, autant dans la dénotation, autant dans la connotation, les interrogations faites par Hadjibou Soumaré, je m'attendais à ce que véritablement la présidence, à travers sa cellule de communication, le gouvernement, à travers son ministre porte-parole, puisse apporter des éléments de réponse en usant de la bonne rhétorique. Et en usant de la bonne rhétorique, c'est d'aller dans le sens, en tout cas, de donner l'information. Et je croirais fondamentalement aux propos, parce que Hadjibou Soumaré n'aura fait que poser des questions et on a apporté des éléments de réponse. S'agissant de M. Bougane Gueye, le coach en communication a fait état de sa dernière sortie ou de ses multiples sorties autour de l'affaire justement des 92 milliards. Et je vous disais tantôt que si j'étais un proche du ministre Mansour Faye, je lui aurais demandé véritablement d'aller dans le sens de convoquer ses services techniques et véritablement de donner la bonne information. À défaut qu'un député, quel que soit le bord où il se situe, du pouvoir ou de Benno, aller dans le sens de poser une question orale au gouvernement afin de faire venir justement M. Mansour Faye au niveau de l'hémicycle et qu'il puisse lui poser les questions et qu'il puisse apporter des éléments de réponse. Cela participe et cela participerait encore une fois à
poser les bons jalons de la gouvernance économique de manière globale, mais surtout de la transparence à tout point de vue. Alors, Abdoulaye, nous avons eu au Sénégal de grands hommes politiques à l'image de Djibo Ka, Ousmane Tanor Dieng, qui en savaient beaucoup. Pourtant, on ne les entendait jamais dans des histoires pareilles. Qu'est-ce qui a fait cette différence? Alors, je crois bien qu'il y a quand même une évolution dans la manière de pratiquer la politique au Sénégal. Vous avez parlé de deux hommes d'État, monsieur Ousmane Tanor Dieng, que nous avons eu le plaisir, en tout cas, d'avoir côtoyé dans l'exercice de notre métier de journaliste, tout comme M. Djibo Ka. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que ces deux hommes d'État puissent reposer en paix véritablement dans les jardins de Firdaus. Mais au-delà de ces hommes, il y a véritablement le fait que le président Senghor et le président Abdou Diouf aient pu véritablement, en tout cas, mettre en place un État véritablement debout. Un État avec les hommes qu'il fallait, aux places qu'il fallait. On n'était pas dans la pratique de la politique politicienne. On n'était pas dans le clientélisme politique. On n'était pas dans un partage de gâteaux où il fallait véritablement donner une petite sucette à toute personne, en tout cas qui vous aurait une fois soutenu par rapport à la quête justement du pouvoir. Et justement, au-delà du fait que l'on pensait que c'était quelque part un choix, en tout cas lié à un certain favoritisme, mais quoi qu'on puisse dire, nous avions beaucoup d'énarques au niveau du gouvernement. Nous avions des hommes très bien formés, des administrateurs civils de qualité et de haute facture, ceux-là qui ont eu, au-delà du Sénégal, à véritablement démontrer véritablement la maîtrise de l'outil de travail par rapport à un État ailleurs au Sénégal avant de revenir servir le Sénégal. Mais aujourd'hui, que voit-on? Depuis un certain temps, depuis pratiquement 20 ans ou un peu plus, on voit effectivement qu'il faut être homme politique, qu'il faut être acteur politique pour se voir, en tout cas, nommé à des postes de responsabilité. Alors qu'on doit mettre en évidence la méritocratie, parce qu'il ne s'agit pas de donner tout à ceux-là qui sont dans le champ politique, parce que dans ce Sénégal également, il y a des hommes, des femmes, des jeunes bien formés, bien diplômés, qui véritablement en veulent, qui veulent servir leur pays, qui sont engagés citoyennement, qui sont engagés patriotiquement, qui sont engagés professionnellement, mais on ne leur donne pas cette chance. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la politique. Je crois bien qu'il faudrait quand même que l'on puisse aller dans le fond. Et aller dans le fond, c'est aller vers des réformes profondes au niveau de l'administration de manière générale, parce qu'aujourd'hui, je trouve anormal que dans l'administration, que l'on puisse voir certains démembrements de l'administration faire de la politique. Voyez-vous aujourd'hui au niveau de la Direction générale des impôts et domaines, pratiquement tous les inspecteurs aujourd'hui sont dans le champ politique. Quand on voit ailleurs certains services de l'administration aujourd'hui, parce que tel a fait de la politique, on l'a nommé à un poste de responsabilité, et puis les autres ne suivent pas. Donc c'est une réaction de chaîne en chaîne, et ça mènera inéluctablement à une explosion véritablement d'engagés politiques, mais est-ce qu'ils seront tous des hommes politiques avec un grand P, ou seront-ils dans leur large majorité des politiciens, autrement dit ceux-là qui seront sur le champ politique pensant qu'il faille utiliser le verbe de l'insulte, qu'il faille conjuguer tous les verbes au temps de l'insulte et des invectives pour espérer demain se voir, en tout cas, nommé à un poste de responsabilité. Et naturellement, au-delà de Djibo Ka, au-delà d'Ousmane Tanor Dieng, il y a eu de grands hommes politiques qui ont incarné l'opposition au Sénégal et dont les noms aujourd'hui sont retenus par rapport à leur engagement citoyen, mais surtout par rapport à leur niveau élevé de responsabilité. Prenez le cas justement de Seydou Sissoko, premier secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, mais prenez Cheikh Anta Diop, prenez Majmoud Diop, prenez tant d'autres, prenez des femmes telles que Caroline Faye et tant d'autres, et vous verrez que nous avons eu des hommes politiques, des femmes politiques, des jeunes politiques qui ont su montrer la voie, et la voie, pour moi, c'est véritablement le sens élevé de la responsabilité par rapport à ce que l'on pratique, parce qu'on le dit, si vous ne pratiquez pas la politique vous trouvera dans votre chambre pour véritablement vous pratiquer. Et tous les actes que l'on pose sont de nature
à interprétation d'approche politique, mais quoi qu'on puisse dire, s'engager sur autre chose. Mais quand on s'engage, on doit s'engager dans la voie de la responsabilité. On parle d'engagement, Abdoulaye, d'où la question, qu'est-ce qui différencie les hommes politiques d'hier et ceux d'aujourd'hui? S'agit-il d'un problème d'engagement? Oui, au-delà justement d'engagement, il s'agit à mon avis de formation. Parce que aujourd'hui, vous prenez, je vais les tutoyer parce que c'est le parti au pouvoir, l'Alliance pour la République. Ils ont une école du parti, ils ont un directeur de l'école du parti, mais c'est une école sans classe ni élèves. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une formation à la base. Alors que dans le temps, vous prenez le Parti socialiste, il y avait véritablement une école où l'on formait de jeunes par rapport aux idéologies socialistes. Vous prenez les partis de gauche, autant dans la clandestinité jusqu'au jour véritablement du multipartisme intégral à partir de 1981, il y avait véritablement des jeunes qui s'engageaient et qui étaient bien formés. Aujourd'hui, les partis politiques ne forment plus. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent, non pas par engagement, excusez-moi de la redondance, mais par le fait de se dire, je m'engage parce que la politique est devenue un métier. Depuis que la politique a été considérée comme étant un métier, nous, malheureusement, nous assistons à ce que nous assistons, autrement dit, invective, autrement dit, insulte, autrement dit, parjure, autrement dit, parricide dans le champ politique, et véritablement, cela n'augure pas, en tout cas, de l'endemain meilleur par rapport à la pratique de la chose politique. Je suis militant des idéologies, même s'il faille aller dans le sens de les tropicaliser, autrement de les adapter par rapport à nos réalités sociologiques, à nos réalités culturelles, traditionnelles et religieuses, pour nous dire, oui, je sais que l'APR est un parti de droite, oui, AG est un parti de gauche, oui, PASTEF est un parti centriste, oui, la LD, etc. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît plus les partis par rapport véritablement à leur idéologie, à leurs antés, à leur positionnement. Et malheureusement, et au regret de le constater, la gauche est devenue une gauche de droite, la droite est devenue une droite de gauche, et véritablement c'est un méli-mélo où l'on ne comprend plus rien, et justement nous subissons et nous vivons les conséquences par rapport à ce qu'est devenu la pratique de la chose politique au Sénégal. On ne reconnaît plus les idéologies politiques. Oui, effectivement, on ne les reconnaît plus. Moi qui ai eu la chance d'avoir eu à fréquenter, en tout cas, ces partis, pour aller dans le sens de mieux comprendre ce que c'était le marxisme-léninisme, ce que c'était le stalinisme, le maoïsme ou le trotskisme, mais également aller voir ce qui faisait l'identité justement du socialisme incarné par la première formation politique au Sénégal, partant de sa création en 1948 par Léopold Sédar Senghor. Je vous parle du bloc démocratique sénégalais qui s'est mué en Union progressiste sénégalaise et qui est devenu le Parti socialiste, jusqu'à la naissance de certaines formations telles que l'Alliance des forces de progrès ou l'Union pour le renouveau démocratique de Feu Djiboka et tant d'autres formations. On connaissait à travers leurs présidents, leurs secrétaires généraux, les orientations idéologiques de ces formations politiques. Et dans ces partis, il y avait également des caciques qui avaient cette expérience pour avoir pratiqué la politique pendant autant d'années, pour avoir fréquenté les milieux véritablement où la politique était densifiée par rapport véritablement à la marche en avant et aux conquêtes par rapport justement à la quête du pouvoir. Mais aujourd'hui, regardez bien, depuis pratiquement 2011-2012, c'était le moment de l'éclatement ou de la naissance de plusieurs mouvements, des mouvements avec véritablement des dénominatifs qui peuvent avoir une certaine connotation péjorative par rapport véritablement à leur appellation, et cela, à mon avis, ne peut pas donner une orientation claire, une orientation précise, une orientation objective et pertinente par rapport à la pratique de l'idéologie d'un tel mouvement ou d'un tel parti. Malheureusement, depuis 2000, on a commencé à assassiner au Sénégal les idéologies politiques, et l'assassinat des idéologies politiques a donné véritablement naissance à une autre forme, à une autre manière de pratiquer la politique, alors qu'avant, la politique, c'était véritablement comment dire, la composition, l'imbrication de tout ce qui était considéré comme intelligentsia par rapport véritablement à la manière de réfléchir. Parce que dans la gauche, on vous l'apprend. Une personne, c'est une pensée. 2 personnes, c'est une idée. 3 personnes, c'est un parti politique. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cela est-il possible?
Abdoulaye Mbow, journaliste, analyste politique, le déballage mode d'emploi aux nouvelles stratégies en politique. Merci beaucoup Abdoulaye d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir de partager votre plateau. Et je dis également bonsoir à toute la rédaction du groupe Immédiat et principalement à vos directeurs et directeurs généraux. Je dis également bonsoir à tous les téléspectateurs justement de la télévision ITV. Merci beaucoup Abdoulaye et on passe à une autre rubrique. Puisqu'on parlait de politique, près d'un mois après le Conseil des ministres décentralisé, Conseil des ministres tenu dans la région de Sédhiou, nous retournons dans le Pakao qui avait accueilli en grande pompe le chef de l'État Macky Sall. D'importantes décisions ont été prises au cours de cette rencontre qui avait permis de faire le bilan du plan élaboré en 2015, Conseil des ministres décentralisé, avant de cibler d'autres secteurs prioritaires, les décisions diversement appréciées par les populations de Sédhiou, Pakao, la correspondance d'Ousmane Demba. Une enveloppe de 400 milliards pour l'exécution d'un plan triennal, telle est la décision phare de la tournée économique de Macky Sall à Sédhiou. Une véritable aubaine pour les populations d'une région où tout est priorité. 400 milliards permettront dans une très large mesure d'avoir des coûts de franches pour essayer d'être au niveau des standards des régions comme Kaolack, comme Louga, comme Saint-Louis et autres. Ça ne va pas régler tous les problèmes. Nous aurons aimé le double parce que Sédhiou souffre d'un déficit d'ordre infrastationnel, d'ordre également de voirie, de déplacement en tout genre. C'est pourquoi d'ailleurs ça a été heureux d'entendre qu'il y aura 3 ponts, surtout le pont sur ralliant Témento à Maronkunda. Ça permettra de raccorder Goudomp au chef-lieu de région Sédhiou. Ça va également permettre le tourisme sanitaire, le tourisme médical, permettre à des gens qui sont en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, de venir avec les infrastructures nouvelles qui sont érigées dans la région, de pouvoir véritablement se soigner en toute quiétude. Se félicitant des retombées de cette tournée, cet habitant de la commune de Sédhiou, par ailleurs acteur politique, émet toutefois des réserves quant à l'exécution du projet. Si ces 400 milliards vraiment sont totalement alloués à la région dans sa globalité, ça pourra effectivement booster la ville. Mais malheureusement, on est au regret parfois de constater que des montants sont vraiment annoncés et la mise en exécution, souvent, ça pose problème. La dernière fois, le président était là, il nous avait parlé du stade municipal et comme vous le savez avec moi, que jusqu'à présent, le chantier n'est pas totalement achevé. Donc nous notons des lenteurs et aussi il y a l'espace numérique ouvert qui n'est pas fini. Bien vrai qu'il y a des chantiers qui sont terminés et qu'il y a de l'éclairage, il y a des pavés et trucs, mais quand même il y a des chantiers qui sont inachevés. Donc osons espérer que ce montant vraiment sera totalement alloué à la commune, au département et à la région de Sédhiou. Et si c'est fait, nous savons nettement que vraiment ça pourra sortir Sédhiou vraiment des ténèbres. Un vibrant appel est donc lancé aux entrepreneurs pour la concrétisation de ce plan. Et nous voulons également que ces travaux puissent se dérouler dans des conditions idoines, que ce soit rapide, que ce soit également aux standards nationaux. Parce que généralement, on observe que quand les marchés sont engagés dans la région, d'abord ça prend du temps. Deuxièmement également, il y a un déficit de travaux qui permettent de se hisser aux autres infrastructures que nous voyons dans les autres régions. Nous ne voulons pas connaître, il est parti oui, mais nous voulons un comité de suivi, je ne sais pas si c'est instauré, pour que les travaux ne puissent pas connaître le sort du SAT, de l'ENO et d'autres infrastructures qu'il avait laissées en 2015. Élève en classe de terminale au lycée Balla Moussa Dafé, Seynabou Ndiaye déplore le déficit du personnel enseignant et plaide pour l'éradication complète des abris provisoires. Dans le secteur de l'éducation, surtout les abris provisoires, je crois qu'il a fourni beaucoup d'efforts parce que nous constatons de nos jours qu'il y a moins d'abris provisoires dans les sous-régions et dans les villages. Le collège Mamadou Mané, il y avait un certain temps les élèves qui étaient en mouvement parce qu'il y avait un manque de profs. Oui.
Et ça leur a manqué parce que durant que les autres étaient en composition, eux, ils étaient là, ils ne faisaient pas cours, ils se promenaient partout dans la ville, sans autant, parce qu'ils n'avaient pas de profs, surtout les profs de scientifiques, de lettres. Malgré ces inquiétudes, ce nouveau plan triennal nourrit l'espoir distillé par le président de la République. La tournée économique de 5 jours a conduit Macky Sall dans les 3 départements de la région. Elle est ponctuée d'inauguration du pont de Marsassoum, l'hôpital régional, une centrale électrique à Tanaf et le lancement des travaux de la boucle d'Ipakao, ainsi que celui de Promoville à Goudomp et à Bunkiling, où justement Macky Sall a inauguré le centre sectoriel de formation en foresterie, qui n'en est pas moins un temps fort, un point d'orgue dans ces jours présidentiels dans une région où tout est priorité. Notre correspondant permanent à Sédhiou, Ousmane Demba, merci beaucoup. Tout à l'heure, le bulletin d'information avec Momodou Si. Quant à moi, je vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour la deuxième partie de votre bloc d'information, la totale dimanche. Merci beaucoup à Momodou Sia pour toutes ces informations. Si vous venez de nous prendre en cours, la deuxième partie de votre magazine d'information, la totale dimanche, la rubrique Coin Eco, la mode sénégalaise qui est à l'honneur ce dimanche. Les créations de nos stylistes brillent à travers le monde et veulent vendre par ricochet la destination et le Made in Sénégal, de Kolesso Ardo à Djoumadieng Diakhaté, en passant par la nouvelle génération. La mode sénégalaise s'exporte aujourd'hui plus que jamais à travers le monde entier. Couple présidentiel, chanteurs, politiques, sportifs, tout le monde aime la mode sénégalaise. Illustration dans ce portrait croisé, Djoumadieng Diakhaté Kolesso Ardo, portrait signé Mam Abdougueye Kassé. La mode sénégalaise s'est dynamisée ces dernières années. De plus en plus, elle s'exporte à l'étranger grâce à un design qui la singularise de la masse critique des créations africaines. Des championnes de la couture habillent depuis des décennies des couples présidentiels et de célébrités sur le continent. Djoumadieng Diakhaté en est l'une des figures les plus emblématiques, les plus remarquables. La fondatrice et propriétaire du complexe Chalimar, auteur des secrets d'une réussite, devenue styliste de renommée internationale, fait en effet partie des plus grands stylistes d'Afrique, voire même du monde. Sa bonne réputation dans ce métier est telle qu'elle est devenue incontestablement la modéliste préférée des chefs d'État et autres premières dames africaines, à l'instar du couple Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ou encore de la star de la rumba congolaise Koffi Olomidé. Elle habille également des célébrités et d'illustres personnalités au plan national. C'est grâce à son art qu'elle a pu devenir candidate à la présidentielle de 2012 avant de se voir nommée ambassadrice. Collé Ardo Sow, l'autre étoile de la mode, une ambassadrice qui fait du Made in Sénégal une réalité dans ce secteur où il faut avoir un goût prononcé et plus qu'un savoir-faire, mais également plus qu'un esprit créatif pour séduire la clientèle trop exigeante. Une reine Peul qui a su tisser et porter haut les valeurs sénégalaises et africaines, symbole du patrimoine culturel africain. Sa matière première, le pagne tissé. Plus qu'une mode, pour elle, le pagne tissé est un plaidoyer pour la promotion et la revalorisation de petits métiers qui, au-delà de leur dimension culturelle, revendiquent un art ancestral et un talent intemporel. Directrice générale de sa maison de couture à Dakar et créatrice de Sira Vision, Collé Ardo Sow lance un appel aux hommes d'affaires, aux investisseurs nationaux et étrangers à s'impliquer davantage dans le développement de l'artisanat et de la mode pour en faire une véritable industrie à l'échelle mondiale capable de produire en quantité suffisante
pour s'imposer dans le marché international. L'ambassadrice de la mode sénégalaise et africaine tisse sa toile sans tambour ni trompette. Elle a affûté ses armes en Tunisie avant de s'envoler pour Paris, où elle a étudié à l'école de haute couture de la Ville Lumière. Une lumière qu'elle aura réussi à emporter dans ses valises pour faire rayonner la mode sénégalaise qui attire toutes les convoitises du monde. Mme Abdou Gueye Kassé, merci beaucoup. Coin Éco, la création et les savoir-faire redonnent du relief au savoir-vivre pour accoucher d'un esprit de fête permanente au Sénégal où se croisent les modes et la jet set. Coin Éco avec vous, M. Ndiaye Momodou, bonsoir. Oui, bonsoir Aminata. Aujourd'hui, c'est le festival de la mode. C'est ça. Coin Éco avec vous, votre invité, Pape Abdoulaye Ndour, plus connu sous le nom de Chico, grand modéliste, grand couturier. Oui, effectivement, il fait saison et il défait les contre-saisons aussi, mais il s'impose justement par son talent, par sa créativité, mais aussi par son goût de l'innovation et aussi des coups d'audace. Il est établi à Dakar, mais je pense aussi qu'il a un œil sur ce qui se fait à l'échelle du continent et même peut-être au-delà. Donc l'élément que Mme Abdou Kassé nous a servi l'intéresse beaucoup. La mode et les Sénégalais, la mode et Dakar, la mode et le Sénégal. Comment comprendre aujourd'hui la mode par des éléments très simples? Voilà, bonsoir le Sénégal, bonsoir le monde, bonsoir ITV, merci beaucoup pour l'invitation. Et pour m'introduire, je dirais que voilà, le Sénégal aujourd'hui est incontournable dans la mode. Ah oui. Et oui, incontournable. Et quand je dis mode, c'est voilà, ce sont les habits et les accessoires. Et vous verrez que la mode sénégalaise a quand même pu se développer à l'international, mais également les accessoires surtout, parce que vous voyez des Sénégalais qui ont créé des marques d'accessoires, montres, sacs, et qui font aujourd'hui le tour du monde. Donc le Sénégal aujourd'hui, je dis que est incontournable dans la mode. Autrement dit, les Sénégalais, ils connaissent la mode, mais aussi ils la consomment. Le Sénégalais, je dis souvent que le Sénégalais consomme la mode, mais ne vit pas la mode. Donc, c'est quoi la nuance? La nuance, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégalais est très élégant. L'exemple que je vais donner, c'est que les vendredis, par exemple, tout le monde est habillé comme si c'était, voilà, ils vont à cérémonie. Oui. Mais vous verrez très rarement des Sénégalais qui vont se lever, s'habiller pour aller, voilà, fêter la mode quelque part. Parce que, voilà, il y en a des défilés, mais vous ne verrez pas souvent des Sénégalais qui vont faire, voilà, qui vont aller dans ces événements. Donc je dis que le Sénégalais, il consomme bien la mode, mais ne le vit pas. Alors vous êtes des créateurs de mode? Moi je suis créateur. Voilà, mais entre le Sénégalais qui consomme la mode et vous qui en êtes les créateurs, quelle est la locomotive? C'est vous ou c'est les Sénégalais consommateurs? Non, en fait, je dis que souvent, c'est quand on fait quelque chose, il faut le faire passionnément. Donc, c'est ça la différence. Moi, par exemple, j'exerce parce que je suis passionné. Le Sénégalais lambda qui va aller à la boutique et s'habiller, il va s'habiller pour être élégant, pour être beau, pour se faire voir. Donc, c'est ça une très grande différence. Et moi, je fais un appel. Il faut vraiment que les gens puissent s'impliquer davantage dans tout ce qui tourne autour de la mode. Alors Abdoulaye, vous avez parlé tout à l'heure de la mode, vous avez parlé des habits et des accessoires. Alors à quoi reconnaît-on qu'une mode fait tendance? Une mode fait tendance, à mon avis, quand tu as affluence. Quand ça fait tendance, il y a forcément affluence. Donc c'est juste ça. Oui. Les gens ruent vers la mode ou bien... Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a une tendance? Les gens, par exemple, aujourd'hui, on voit les gens qui s'habillent en costume africain. C'est la mode ou c'est une tendance? Ça fait tendance. Donc, à la seule différence que, voilà, les costumes africains, tout le monde sait que c'est élégant. Tout le monde sait que c'est beau. Et ça prend le dessus sur tout ce qui est créé aujourd'hui. Parce que c'est
l'exemple est très simple. Hein, quand vous allez dans les soirées, les réunions et tout ça, tous ces gens qui sont en costume africain, voilà, sont interpellés de part et d'autre pour qu'ils puissent donner l'adresse et tout ça. Donc, ça fait tendance. Et quand ça fait tendance, il y a forcément une affluence. Et c'est pour cela aujourd'hui que les costumes africains sont partout dans le monde. Ok. Voilà. J'ai envie de prolonger la question de Aminata pour voir si la question de la tendance aussi, c'est une question de génération. Les générations antérieures s'habillaient costume, 3 pièces, machin. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont un peu plus audacieux, un peu plus originaux, et ils s'habillent africains et ils sont décomplexés, non? Très décomplexé, et bon, c'est pas une question de génération, hein. Oui. C'est pas une question de génération, à mon avis, c'est une question de tendance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui s'habillaient, voilà, comme d'habitude, bon, comme dans les temps, surtout en traditionnel, c'était des trucs très larges, et bon, avec des épaules qui vont déborder et tout ça. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que il faut que ça soit bien coupé, que ça soit très bien net. Et ça, une fois que la personne essaie, il l'adopte facilement. Donc, qu'il soit voilà, jeune ou vieux, hein, donc il bascule quand même vers la tendance qui est aujourd'hui le style près du corps, bien coupé avec le costume africain, comme si je peux donner cet exemple-là. Alors la mode, c'était mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui? Je dis que c'est mieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de créativité voilà, sur toute la ligne. Les gens sont audacieux, c'est-à-dire que ce qu'on faisait hier, ce qu'on ne pensait pas le faire aujourd'hui. Par exemple, on utilise aujourd'hui des tissus qu'on ne pouvait pas imaginer utiliser sur des tenues traditionnelles. Et ça quitte par exemple le traditionnel pour tirer un peu vers le moderne. C'est pourquoi on les appelle souvent aussi des tenues tradies modernes. Voilà. Mais Chico, il y a quand même des figures qui traversent les époques, qui sont indéboulonnables, incontournables. On a vu quelques spécimens au niveau avec l'élément de Mamadou Gueye. Une Djouma Dieng Tardé, elle est indémodable. Une Colère de Sow, mais elle est présente, elle traverse donc voilà, le temps. Pape Ndiaye à Paris traverse le temps. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnalités d'une mode d'il y a 15, 20 ans, 30 ans continuent encore peut-être à surfer sur ces effets de mode actuels sans peut-être que les jeunes les bousculent pour leur dire bon voilà, vous avez fait votre temps. Oui, mais en fait, bon, je salue tous ces gens-là qui ont beaucoup fait quand même pour la mode sénégalaise surtout, et je dirais africaine, parce qu'ils ont pu représenter le Sénégal partout dans le monde. Et ce que je dis, c'est que bon, ils ont su quand même se maintenir, ils ont su être voilà, présents, et ils ont aussi su basculer un peu vers ce qui existe aujourd'hui. Voilà, si vous voyez, j'ai vu le défilé de Collé Ardo aujourd'hui, mais si vous voyez ces coupes, c'est quand même différent de ce qu'il faisait il y a 20 ans ou 25 ans, hein, si vous me comprenez. Oui. Donc la mode, elle n'est pas générationnelle, et elle peut être quand même, voilà, dans le futur, on verra que moi qui fais aujourd'hui les costumes africains, dans 2 ans, 3 ans, il y aura toujours des nouveautés, et on va juste basculer et s'adapter à ce qui est nouveau. Maintenant, est-ce que vous, acteurs de la création, de la mode, du style, de la collection, est-ce que vous vous parlez entre vous? Ne serait-ce que pour qu'on dise, tiens, il y a un label sénégalais, il y a une marque qui est sénégalaise, qui est propre aux Sénégalais, parce que tout le monde adhère justement au contour et au canon de ce style, de ce label-là. Est-ce que là, vous vous parlez pour dire, peut-être, bon, si quelqu'un déraille, parce qu'effectivement, il est à mode, on le ramène justement sur le chemin de la mode, et que tout le monde respecte donc, je veux dire, la finition, les lignes, je me perds moi-même, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un label, quand on le regarde, on dit que ça, c'est d'inspiration sénégalaise? Voilà, donc moi je le fais personnellement. Des fois, je passe devant une boutique qui fait du bon travail. Et vous appréciez? Je descends, je demande à qui est le responsable, oui. J'apprécie. Et s'il y a des critiques aussi, j'amène quand même. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Franchement. Donc c'est très complexe. C'est très complexe parce que quand tu parles à quelqu'un, des fois tu dis non, le gars là il pense que oui, il est plus. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Mais à mon avis, aujourd'hui, il est temps. Hein, et c'est un projet que je suis en train de réfléchir sur un projet qui va s'appeler les grandes marques sénégalaises. Hein, et on va travailler avec toutes les personnes qui font du bon travail. Je dis bien
qui font du bon travail. Parce que ce travail-là, ça demande beaucoup de sérieux, ça demande beaucoup de passion, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, nous, Sénégalais, comme je vous l'ai dit, on consomme la mode, mais aujourd'hui, qui serait prêt à mettre 50 millions juste pour développer une marque sénégalaise qui exerce, par exemple, dans l'habillement? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, il y a eu des gens qui l'ont fait en Afrique et qui l'ont réussi. J'ai vu une marque nigérienne qui s'est inspirée de nos tenues traditionnelles et ils ont mis des milliards, mais aujourd'hui, ils seront partout dans le monde, même à New York. Donc, c'est incroyable. Alors, les Nigérians, ils reprochent un peu, enfin, ils admirent les Sénégalais, c'est normal, mais les Sénégalais aussi peut-être apprécient les Nigérians pour leur efficacité, mais pour leur pragmatisme. Ils disent souvent que les Sénégalais, il leur manque un peu un soupçon de concision et de précision, mais en même temps aussi de multiplication, même par exemple une tenue, quand elle est pointure, mettons, quand elle est taille X, d'une taille à une autre, quand toutes les tailles sont considérées comme X, il y a des variations, c'est-à-dire que voilà, ça ne coupe pas net, ça n'arrive pas juste sur le corps de la personne, mais on ne connaît pas également peut-être la taille des Sénégalais de façon moyenne. Or tout cela peut-être devrait être étudié, compris et même peut-être labellisé, c'est-à-dire que fermé par un cadenas qui permette peut-être de se dire que 6 millions de Sénégalais sont de pointure 42 pour les chaussures, ou bien de 50 pour les costumes, et pour les dames, sans doute peut-être compte tenu peut-être de la protubérance de leur poitrine, il y a peut-être des mesures également qui sont adaptées pour les épouses, pour les femmes. Mais ça nécessite justement un dialogue, ça nécessite des concertations pour qu'on sente que en fait les Sénégalais ils sont de taille telle, les Éthiopiens ils sont de taille telle, les Ivoiriens sont de taille telle, de façon à ce que peut-être quand vous attaquez un marché, vous l'attaquez parce que vous connaissez intimement les ressorts de ce marché-là en termes d'offres et en termes de demande. La taille standard. Et des tailles standards, très bien, c'est le mot que je cherche. D'où le besoin aujourd'hui de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la fusion de tous ces talents-là, parce qu'on en a besoin. On a besoin de se parler, on a besoin de se réunir et voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit changer. Donc, d'où le besoin. Parce qu'aujourd'hui, je dis que le Sénégal est incontournable dans la mode. Très bien. Et il nous suffit juste quand même de s'organiser, de pouvoir échanger, de pouvoir s'entraider pour que pour qu'on puisse se positionner vraiment à travers le monde, à travers les tenues que nous sommes en train de... Alors, est-ce que, je vais être un peu plus abrupt, est-ce que la mode nourrit son homme? Oui, la mode nourrit son homme. Donc vous êtes riche, hein, Abdoulaye? Je suis riche. Mais c'est ici, c'est-à-dire la richesse, à mon avis, c'est là. Tu sais, je dis aussi souvent que y a une différence entre celui qui exerce un métier parce qu'il a appris ce métier et qu'il doit se nourrir de ce métier, et quelqu'un qui exerce un métier parce que peut-être qu'il l'a appris, mais il est passionné de ce métier. C'est ça la différence. Mais j'ai vu des couturiers sénégalais qui ont des milliards. Et c'est à travers la couture qu'ils ont eu tous ces milliards. J'ai vu des couturiers sénégalais qui possèdent aujourd'hui des immeubles, des couturiers sénégalais qui possèdent des hôtels. Donc, la mode, forcément, nourrit son homme. Mais ça demande du sérieux, ça demande de la passion, ça demande beaucoup d'investissement physique, mental, moral et financier. Donc, alors, oui, il y a des capitales qui sont connues comme étant des capitales de la mode dans le monde. C'est Paris, c'est Londres, c'est Dubaï, c'est Dublin, c'est New York, c'est Jobourg en Afrique, pour ne citer que ces capitales-là. Mais Dakar aussi se positionne. Je veux savoir maintenant si peut-être il y a une stratégie de positionnement pour au moins essayer de faire une immersion justement dans ces cercles fermés, où peut-être la mode africaine commence à maintenant se frayer un chemin. Mais est-ce qu'il y a des têtes turques africaines qui aujourd'hui sont capables de relayer effectivement cette mode africaine pour son rayonnement au plan mondial? Oui, tout d'abord, ce que je pense, c'est qu'il faut commencer, avant d'aller vers le monde entier, il faut dominer le marché d'abord ici. Parce que si vous voyez bien, quels sont les événements de mode qui sont phares au Sénégal? Il y en a 2 ou 3, il y en a que 2 ou 3. Oui. Voilà, j'ai un jeune frère qui a organisé il y a 1 semaine ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais c'est des choses qu'on doit faire très régulièrement. Normalement, chaque mois ou tous les 2 mois, quelqu'un doit pouvoir convier tout le monde
à venir voir un défilé ou à venir participer à un défilé. Non seulement sénégalais, mais tout l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment se relancer à travers le monde. Parce que nos grandes sœurs et nos grands frères qui étaient là avant nous ont pu quand même créer les passerelles. Oui. Donc c'est à nous de suivre. Comment on doit suivre? C'est-à-dire il faut vivre la mode. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas juste consommer la mode. Donc c'est la seule. Est-il possible que les grands couturiers, les grands noms justement de la haute couture, ou bien peut-être de la beauté, du bon, qu'ils viennent à Dakar aussi découvrir un peu peut-être vos talents, mais en même temps aussi peut-être vos créas. Est-ce qu'il est possible justement que ces noms-là disent, mais tiens, la prochaine destination c'est Dakar? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Par exemple, moi, je vais donner l'exemple. C'est dans 3 mois, je dois faire un événement. Mais c'est un événement quand même carrément Baïtiko. Mais il y aura des invitations. Et si je peux le dire, je suis en train de négocier avec Alfadi, qu'on connaît. Même s'il ne défile pas, Alfadi doit venir au défilé de Baïtiko. Oui, sa seule présence déjà, ça peut donner un peu de lumière. Quelqu'un comme Collet Ardo, Djoumadien Diakate, Tchane Diagne, ainsi de suite. Donc tous ces gens-là, clair, ils ont beaucoup fait dans la mode, mais il faut s'approcher de ces gens-là et pour leur remercier quand même de ce qu'ils ont déjà fait. C'est-à-dire le remercier, c'est leur faire qu'ils voient que par exemple aujourd'hui nous sommes, ils ont ouvert la brèche et puis nous on suit et on les respecte. Absolument. Pour tout ce qu'on fait. Et c'est une occasion de leur rendre hommage. Exactement. Mais malgré les crises à répétition d'ailleurs, la mode, la créa, ça résiste quand même à ces conjonctures. Qu'est-ce qui explique ce phénomène de résistance donc de la mode et même aussi de prospérité de la mode? La mode, c'est comme l'alimentation. Même s'il y a une guerre, il faut que les gens mangent quand même. C'est juste ça. Les crises, il y a eu la Covid, il y a les guerres, mais ça n'empêche pas les gens de vouloir s'habiller, de vouloir se sentir bien, de vouloir avoir des accessoires, de vouloir être élégant. Donc la mode, malgré les crises, la mode, elle sera toujours là. Comment avez-vous vécu donc la crise du Covid? Quand on a dit restez chez vous, et donc on ferme les salons et les lampes. Oui, quand on a dit restez chez vous, moi je suis resté dans mon atelier. Oui. Et voilà. Et vous défiliez de façon dématérialisée par le biais donc de moi, l'Internet. Je cherche toujours des alternatives. Okay. Quand les gens ont dit restez chez vous, je me suis enfermé. C'était à 20h. Je dis tiens, 3 mois, 4 mois, 1 an, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai créé quand même un patron de masque. Un patron de masque. Un patron de masque. Oui. J'ai créé 2 masques que j'ai appelés Faucon et Requin. Et ça, c'est pour aller à l'offensive. ITV même était venu pour faire un reportage là-dessus. Ils ont été inspirés alors. Donc, j'ai créé ces masques-là. Et pendant toute la période de la Covid, quand c'était vraiment intense, pendant toute cette période-là, j'ai fait des masques. C'est toujours la mode. Alors, Tchiko, quand vous voyez les nouvelles générations qui arrivent, BCBG, qui veulent s'habiller à l'africaine, qui sont décomplexés, comme on l'a dit tantôt, vous leur suggérez de dire ôtez vos costumes et puis habillez-vous à l'africaine? Moi, je dis, même pas à la génération nouvelle qui vient d'arriver, mais je dis aujourd'hui aux gouvernants, à nos gouvernants, à l'État du Sénégal, jusque-là même, oui, de pouvoir aujourd'hui habiller toutes les personnalités de l'État en costume africain, pour 2 raisons. La costume africaine, elle est plus élégante, mais nos autorités, la plupart, à 80%, ne savent même pas comment agencer les costards. Les couleurs, qui nous ont été imposés par nos colonisateurs. Voilà. Et vous avez cette réponse-là? Ah, mais bien sûr. Que non, attendez, si vous dites aux gens de dégager, il faut mettre quelque chose en place. Il ne s'agit pas simplement de dire... Ce qu'on met en place, ce sont les costumes africains qui sont beaucoup plus élégants que ce que nous ont imposé nos colonisateurs. Aujourd'hui, pour aller au travail, si vous devez vous habiller en costard dans les Nord, il va vous falloir 2 heures normalement pour vous habiller. Du pantalon à la ceinture, à la cravate, chemise, voilà, oui. et tout ce qui suit, il vous faut 2 heures. Alors qu'avec le costume africain, en 10 minutes, 15 minutes, tu es déjà prêt. Et à mon avis, c'est beaucoup plus élégant. Parce que le costume aujourd'hui qu'on a toujours connu, c'est une routine. Qu'est-ce qui change? Ce sont les couleurs, c'est soit en cravate ou en nœud papillon.
chemise, col, voilà, t-shirt à l'intérieur. Et officiellement, ce sont les costumes avec les cravates. C'est la couleur du costume officiellement qui doit être voilà, de couleur sombre qui va changer. Mais aussi, voilà, les chemises et les cravates. Alors qu'en costume africain, on peut faire 40 modèles de costumes africains à mettre chaque jour pendant toute l'année. Ça, c'est sûr. Donc, mais on va passer quand même de l'étape artisanale à une étape plus industrielle. Si par exemple un opérateur européen ou bien américain, black, afro-américain, commande 1000 costumes africains, qui peut répondre justement à cette commande-là? Qui? Voilà, et exactement, c'est pour cette raison-là que j'ai dit, voilà, moi je projette dans le futur, parce que le problème majeur ici pour les couturiers, c'est la production. La production parce que, voilà, les jeunes qui doivent exercer le métier n'attendent plus pour que ça soit vraiment, voilà, ils sont pressés. Acquis, ils sont pressés. Donc, du coup, quelqu'un qui va te faire du bon travail, tu peux en chercher pendant 2 mois, tu ne vas pas en trouver. Donc, sur ce, moi je pense aller vers la formation. Et c'est un projet que je suis en train de mettre en place, former des gens à faire des costumes africains et en grande quantité. J'ai un ami qui le fait déjà à Thiès et ça commence quand même à décanter la situation et ça permet aussi à d'autres personnes qui veulent investir dans le secteur et qui n'ont pas cette production-là, à aller vers ces gens-là pour demander, par exemple, je veux 100 costumes dans 2 jours et on te le fait, c'est possible. Vous savez, il y a 20 ans, un président zaïrois, parce que le pays s'appelait à l'époque Zaïre, avant de devenir RDC, il disait, voilà, on va maintenant jeter tout ce que le blanc a voulu faire dans notre pays. Je ne vous coupe pas, c'était Mobutu Sese Seko, d'où le nom de Abakos. Abakos, c'est le mix emballer les costumes. Emballer les costumes, oui. C'est-à-dire il a pris les costumes, il a pris un peu des costumes pour le mélanger avec un peu le traditionnel. Ce sont les cols, voilà, ce sont les cols à la chemises, Mao, voilà, il a enlevé le Mao, il a mis le col directement sur, il n'y a pas de pied de col, il le met directement sur le col. Donc c'est de là qu'a été né le Abakos. Et qui est revenu à la mode d'ailleurs. Tout à fait quoi, mais c'est un déclic, c'est le déclic. Bon, disons simplement que le costume africain arrive à la fois sur les plateaux de télévision, mais également sur les rayons voilà, des grandes vitrines commerciales. Donc, vive le costume africain et en bas le costume marocain. En bas le costume, comme vous le disiez. Hein? Je suis dans la provocation. Papa Abdoulaye Ndour, Chico, grand couturier, grand modéliste, l'invité de Coin Éco de ce dimanche. Merci beaucoup, Mamadou Ndiaye. C'est moi. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye. Pour la bonne continuation. Ouais. Merci beaucoup. La suite de votre magazine d'information, La Totale Dimanche. La rubrique portrait, le modèle de ce soir, un jeune âgé de 27 ans, Cheikh Tidiane Tine est maçon. Son engagement lui permet de progresser dans son métier, un métier qu'il a hérité de son père. Le portrait de ce soir est signé Mame Seynabou Babou. Le fer, le ciment et le béton rythment son quotidien. Cheikh Tidiane Tine, 27 ans, a arrêté les études en classe de terminale pour devenir maçon. Un amour du métier qu'il tient de sa famille. Je suis un maçon en tant que chef quand même. Je dirige le chantier ici, les gars et les manœuvres et le travail. Toute ma famille font ce travail. Depuis ma naissance, j'ai vu mon père exercer ce travail, ma grande sœur et mon frère aussi. Ça m'a poussé à venir. Bon, j'ai regretté tout le temps perdu que j'ai fait à l'école. Si j'avais su ça, j'aurais plutôt venu faire ce métier. 8 ans déjà que Cheikh Tidiane Tine a commencé ce travail, il ne regrette pas d'avoir quitté l'école. Il est payé par quinzaine, 78 000 francs CFA. Le salaire, ça se passe. Il y a des gens qui payent chaque semaine, d'autres par 15 jours et d'autres par la fin du mois. Moi, on m'a payé par 15 jours. Environ, on m'a payé 6 000 francs par jour. Oui. Ça fait 78 000. Comme tous les métiers, des difficultés ne manquent pas dans son domaine. Il y a des périodes sans chantier, même s'il y a beaucoup d'immeubles
en construction dans la capitale. Les difficultés que nous confrontons ici, c'est pareil. Hein. Des fois, quand nous finissons de travailler les chantiers, des fois nous restons plusieurs heures de temps pour avoir une autre chantier. Non, si, il y en a beaucoup, mais si ton chantier s'arrête, si tu vas chercher une autre travail chez les gens, tu ne peux pas avoir la chance qu'ils te prennent parce qu'ils ont un nombre limité de travailleurs. Babacar a pris Cheikh Tidiane sous son aile dès ses débuts. Il est fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Franchement, comme nous l'avons dit, franchement, si nous avons après ci la moom chef de chantier mu boole ak moom mu ne ma kii mu ngi nii yaa bëgg a jàng métier man ko waa am benn problème ma nekk ak moom boobu ñu ngi côté Mermoz mu nekk foofu di dóor di liggéey ma koy jàngal di liggéey di jàngal ba tey jii ngeen mu am li mu am nii quoi franchement liggéeykat la quoi franchement parce que li mu doon wër yëpp am na ko te mu ngi koy def. mooy lan man sama objectif mooy atteindre naa ko parce que wan naa ko fu mu war a jaar ba tey jii nii moom mu ngi dressé mu ngi tabax mu ngi def lépp. Il est jeune, il croit en lui. Cheikh Tidiane ambitionne d'être chef d'entreprise et gagner des marchés de construction de bâtiments comme son père, qu'il considère comme son idole. Mme Seynabou Babou, la rubrique environnement à présent, l'on s'intéresse aux épaves de véhicules abandonnés sur les voies publiques. Le problème reste entier dans certains quartiers de la capitale sénégalaise. À Rebeuss, par exemple, ces épaves qui encombrent les rues indisposent les populations. Elles demandent ainsi aux autorités de prendre des mesures idoines. Le sujet est signé Ami Diouf. Les embouteillages sont fréquents dans les rues de Rebeuss, une situation favorisée notamment par les épaves de véhicules qui occupent le décor et dégradent le cadre de vie. Ces carcasses de véhicules font partie du quotidien des habitants du quartier, un encombrement devenu gênant. Dans mon quartier, on est envoyé par les épaves de véhicules. Comment dirais-je? Parce qu'un gars qui ne peut pas réparer sa voiture, il n'a qu'à l'amener devant chez lui. Mais pas amener un véhicule à 2 km de chez toi, laisser dans un quartier pendant 6 mois, 7 mois, c'est pas normal. Une équation due à la présence de mécaniciens, soulignent les habitants, et le problème est même source de tension entre eux. Ouais, les mécaniciens, ils sont là du matin au soir. Ils gardent les véhicules pendant 6 à 7 mois. Ça, je suis battu. Pour qu'on libère ça, au moins pour qu'on puisse s'asseoir. Parce que dans les chambres là, il fait chaud. Parce que ñoom loo leen wax nag ñu mer boo waxee ñu ne ñoom dañuy liggéey mais man ça n'empêche personne de travailler mais buntu kër jàmbur ngeen ko bàyyi. Du côté des mécaniciens, le regard est tout autre. Ils indexent le manque d'espace dédié à leur activité. L'atelier déborde. Des fois, je ne parle même pas des épaves, mais nous n'avons même pas de la place pour les véhicules à réparer. Les piétons ne cessent de se lamenter et de nous accuser à tort. C'est juste que nous n'avons pas où les ranger. Les véhicules en fin de vie ou accidentés sont considérés comme des déchets dangereux pour l'environnement. À Dakar, malgré l'existence d'une fourrière municipale appelée cimetière des épaves, des voitures à l'abandon occupent encore les rues de nombreux quartiers de la capitale sénégalaise. La dernière note bouillon culture, le tatouage traditionnel communément appelé Fouden au Sénégal, un art ancestral qui est aujourd'hui modernisé et devenu à la mode. Au-delà de ses codes et motifs, le henné a beaucoup de vertus. Un reportage de Aïssatou Kana. Des gestes ancestrales et des produits traditionnels aujourd'hui peut pratiquer celui du tatouage traditionnel. Dans la capitale, une jeune perpétue cette tradition. La poudre de henné est mélangée à une huile essentielle, du sucre et de l'eau. Après obtention d'une pâte, la spécialiste du tatouage traditionnel utilise une colle pour réaliser des motifs. Une fois la colle posée, Abby étale la pâte du henné. Après application, les parties tatouées vont être enveloppées d'un sachet pour environ 1 à 2 heures.
hérité de sa mère. En faisant revivre l'art du tatouage traditionnel, cette jeune artiste contribue à faire revivre une pratique en grande partie effacée de la mémoire collective. Henné naturel. Ceci est du henné naturel. Ce sont ces feuilles qui sont réduites comme ça en poudre. Nos grands-mères l'utilisaient pour le tatouage éphémère de la peau et j'ai pris la relève. Il fallait aussi vraiment que je relève pour indiwaat ko ci dëkk bi. Malgré son jeune âge, elle reste ancrée à sa tradition, son maître mot, modernisé tout en restant dans le cadre naturel du tatouage traditionnel. Da ngay daan gis mère yi avant daawuñu woon toog seen te fuddanuñu à chaque fois. Avant, nos mamans faisaient tout le temps ce tatouage. Mais à un moment donné, je ne voyais plus ça. Donc, je me suis dit, je vais le perpétuer. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont apprécié. Nous l'avons modernisé. Le processus est devenu rapide. Il n'y a plus à s'éterniser en le faisant. Et créons des jolis motifs sans aucun produit chimique. Ay modèles yu xale yu modèles yu pop machallah tout est naturel au fait am benn produit chimique. Arme secrète des femmes dans de nombreuses civilisations, les henné procurent beaucoup de bienfaits. C'est bien parce que delloo nañ cosaan ñëwaat nañu, on est vraiment revenu en force. C'est bien, nous avons ramené les pratiques ancestrales et il y a beaucoup de bienfaits. Le henné protège du mauvais œil. C'est thérapeutique, ça guérit les douleurs aux pieds, soigne les ongles malades et ça a été la fleur favorite du prophète. Aujourd'hui, cette tendance de faire le tatouage modernisé, le henné est disponible dans des tubes, hélas, mélangés à des substances chimiques dangereuses pour la santé. C'est du henné tube, mais bi mooy poudre bi mooy bu ñuy jël. Beaucoup utilisent du henné tube, mais celui-là est plus naturel. Même si le tube est plus rapide, il reste qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui peuvent être allergènes et toxiques. Mais am na yoo xamante ni ça fait rien. Le tatouage traditionnel suscite aujourd'hui un engouement, une mode qui s'est répandue au bonheur des artistes dont tout l'art est d'illuminer le corps. Mais attention à ceux qui font usage de substances chimiques de synthèse. Aïssatou Kane, merci beaucoup pour ce reportage. C'était un plaisir de vous présenter votre magazine d'information La Totale. C'est la fin de ce numéro. Excellente suite des programmes sur ITV. Bonne semaine.